Comment relancer la discussion? Peut-être en commençant par un retour critique sur les deux notions centrales de l'intitulé de ce colloque. Transformation sociale d'une part, transition écologique d'autre part. Donc ce sont deux notions qui sont pas mal en vogue, mais qui sont, il faut le reconnaître, très vagues et très floues, comme celle d'ailleurs, à mon avis, d'innovation sociale. Et elles ouvrent ces deux notions sur bien des possibles. On peut rappeler, de manière peut-être un peu brutale, mais que Hitler et Staline ont fait de la transformation sociale. On peut rappeler que le capitalisme ne cesse de transformer nos sociétés. C'est même l'une de ses principales caractéristiques, selon des gens aussi différents que sont Karl Marx ou Joseph Schumpeter. On peut dire aussi tous encore plus simplement que les sociétés humaines ne cessent de se transformer, comme en atteste l'histoire de l'humanité. En ce qui concerne la transition écologique, on a un peu le même problème. Elle pourrait consister par exemple dans la disparition de l'espèce humaine. D'un point de vue écologique, ce serait une très bonne chose probablement. Mais cette transition écologique, elle peut aussi prendre la forme d'un écofascisme ou d'une stratégie néo-malthusienne du type canot de sauvetage, défendue par quelqu'un comme Gareth Hardin, qui pense que la meilleure solution, c'est que les plus puissants, les plus riches aujourd'hui, sauvent leur peau et que les autres se débrouillent. Dernière possibilité en matière de transition écologique, ça peut être aussi celle que nous promet la géo-ingénierie et l'humain augmenté. C'est aussi une façon d'aborder la question écologique. Bon. Donc voilà les problèmes que posent ces notions. Quel sens ont-elles? Et pourquoi est-ce qu'on les utilise? Donc à mon avis, elles désignent l'existence d'un problème social, écologique, et l'intention de tenter de les résoudre. Mais ces deux notions donc, ne disent rien des causes du problème en question, ni des solutions que l'on prétend vouloir y apporter. Elles font donc consensus, mais un consensus sur rien, un consensus sur du vide en fait. Et le risque est grand alors que rien ne se passe. D'autant plus que ces notions participent de l'imaginaire dominant. La notion de transformation, de transition, c'est des connotations très positives dans notre monde. À quoi elles servent alors ces notions? À mon avis, d'une manière un peu méchante, de lénifiants sociaux, de calmants. Comme l'alcool ou comme la morphine, elles sont apaisantes, elles sont calmantes, mais elles ne changent rien au mal qui cause la douleur. Et c'est peut-être dans le fond ce que nous désirons parfois quand on utilise ces notions. Ne rien changer vraiment, en fait. On pourrait dire aussi, de manière un peu plus familière, que ce sont des notions marshmallow. Ça se mange bien parce que c'est facile à mâcher, c'est sucré, mais ça ne nourrit pas, et ça finit par écœurer. Bon. Alors, la seule utilité que je leur vois à ces deux notions, c'est que parfois d'un point de vue tactique, elles sont utiles à employer, notamment pour rassurer les gens dont on dépend, pour être payé, pour être embauché, pour être subventionné. Ça rassure le bourgeois, ces notions-là, elles font pas peur, notamment parce qu'elles sont très, très ouvertes et elles laissent le bourgeois en question leur donner le contenu qu'il veut, qui lui convient. Bon. Cela dit, en tant que chercheurs, ce que nous cherchons à être, ce que nous tentons d'être, ou en tant que militants, si nous voulons vraiment changer le monde, on ne peut pas se permettre, je crois, d'utiliser des notions aussi vagues et aussi ambiguës, sans risquer de se perdre en chemin et de contribuer finalement à perpétuer l'ordre en place. Donc il faut revenir sur ces notions et essayer de se poser la question de quoi parlons-nous? Une transformation sociale, est-ce qu'on parle d'une transformation choisie, une transformation subie? Et s'il s'agit d'un choix, qu'est-ce qu'il s'agit de transformer? Quoi transformer? Et est-ce qu'il faut tout transformer? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à conserver, à garder? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on conserve? Qu'est-ce qu'on garde? Et puis ensuite, pour aller vers quoi? Et comment est-ce qu'on y va? Et qui en décide? Qui décide de quoi? Voilà des questions qui me paraissent cruciales à trancher, ou en tout cas à débattre. En ce qui concerne la transition écologique, même question. Est-ce qu'on parle d'une transition écologique subie ou une transition choisie? Si elle est choisie, c'est une transition vers quoi? Comment? Avec qui? Par qui? Donc je crois que notre devoir de chercheur et de militant, si nous en sommes, c'est d'apporter une réponse claire, au moins à titre personnel, à au moins deux questions clés. De quel monde voulons-nous? Autrement dit, on va vers où et comment y va-t-on? Et ce qui en appelle une autre, puisque pour ne pas se perdre en chemin, il faut savoir aussi d'où est-ce qu'on part. Donc dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? On part d'où et pourquoi nous sommes dans ce monde-là? Alors je soumets à la discussion mes deux réponses personnelles à ces deux questions qui me paraissent cruciales. Mais je pense que tout le monde doit faire ce travail. Alors, première question, dans quel monde vivons-nous? Je m'appuie pour y répondre sur le travail d'un sociologue qui est à peu près inconnu, qui s'appelle Andréus Solé, sociologue français d'origine catalane. À cette question, dans quel monde vivons-nous? Il répond, nous vivons dans l'entreprise-monde, c'est-à-dire un monde conçu par et pour l'entreprise, comme on peut dire du monde médiéval, qu'il était conçu par et pour l'Église.
L'entreprise monde, toujours pour Solé, c'est un monde dont la principale force organisatrice est l'entreprise, et non pas le marché ou l'État, comme on a pris l'habitude de le dire généralement. L'État est pour l'essentiel au service de l'entreprise. Et ce n'est pas une nouveauté, on s'en étonne encore aujourd'hui à chaque fois qu'on a des signaux qui vont dans ce sens-là, mais Marx et Engels, en 1848, dans leur petit manifeste, écrivaient déjà « L'État est un comité de gestion des affaires de la classe bourgeoise ». En ce qui concerne le marché, on peut distinguer deux choses. Il y a d'abord le marché des économistes, qui est un marché abstrait, un marché qui n'existe que sur les tableaux noirs. C'est une chimère, ce marché. Quant au marché concret, qui met en présence des acheteurs et des vendeurs engagés dans des échanges relativement équilibrés, lui, il tend à disparaître. Et il tend à disparaître face aux entreprises. Plus il y a de l'entreprise, moins il y a de marché. Dans cette seconde acception. Donc pour désigner notre monde, pour répondre à la question dans quel monde vivons-nous, bon, c'est sûr que le mot capitalisme peut convenir, hein, c'est souvent le mot qu'on utilise, mais ça reste une notion qui est très connotée, un mot de combat, disait Braudel, et puis surtout trop abstraite et surtout trop vague en fait. Hein, on peut passer pas mal de temps à débattre sur ce que c'est que le capitalisme. D'où la proposition de Solé de parler d'entreprise-monde. Alors qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Là encore, je m'appuie plutôt sur son travail, que j'élabore un peu. Qu'est-ce que l'entreprise pour Solé? C'est une machine à produire des marchandises pour accumuler de l'argent. Une machine à faire de l'argent avec de l'argent. Rien de très neuf, donc c'est ce que Aristote appelait la crématistique. L'entreprise elle-même, c'est une marchandise, il faut le souligner et le rappeler, qui peut être vendue et achetée, elle aussi, dans le but de faire de l'argent. C'est une machine dont le salariat constitue le moteur, et ça on l'oublie peut-être encore trop souvent. Le moteur principal. Les marchandises, elles sont produites par des humains, en échange d'un salaire. Leur force de travail à ces humains, c'est-à-dire leur temps de vie active, est une marchandise elle-même. Deuxième moteur, qui me paraît crucial, que Solé néglige lui, des machines aussi, mais des machines au sens propre du terme, cette fois. Autrement dit, des dispositifs techniques équipés d'un moteur, donc dotés d'une certaine autonomie. On ne peut pas penser l'entrepreneurialisation du monde sans ces machines, me semble-t-il, au sens strict, ou au sens premier du terme. Deux autres caractéristiques encore peut-être à souligner, intéressantes. L'entreprise est généralement en lutte, formellement pacifique, disait Max Weber, avec d'autres entreprises pour faire de l'argent. Mais c'est une machine qui est une machine anti-marché, une machine anti-concurrence. On ne comprend rien à la dynamique de l'entreprise si on ne tient pas compte de cette dimension-là. Toute la stratégie d'une entreprise, tout son fonctionnement est orienté vers l'annulation du marché, vers l'annulation de la concurrence, si on définit le marché par la concurrence. Puis dernière chose, c'est une machine qui est évidemment une construction sociale, enfin évidemment, c'est pas si évident que ça pour tout le monde, qui est une construction sociale, une invention historique propre à l'Occident moderne. Alors, en quoi maintenant, une fois qu'on a proposé une définition, qui est évidemment discutable, en quoi peut-on dire que nous vivons dans l'entreprise-monde? Trois constats. Le premier, d'abord, il y a des entreprises aujourd'hui dans le monde entier. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une organisation qui s'impose comme ça à l'échelle planétaire. Et avec l'entreprise vient la publicité, qui est le véritable instrument de propagande de l'entreprise monde. Hein. Et avec la publicité, les marchandises, surtout les marchandises à bas prix, ainsi que les résidus des marchandises, hein, qui sont partout, référence notamment à la fameuse mer de plastique qu'on trouve aujourd'hui dans le Pacifique. Donc une espèce d'envahissement spatial. Mais l'entreprise, elle a envahi aussi nos vies quotidiennes, qui dépendent toujours plus étroitement de ces entreprises. D'abord, tout ce que nous consommons, ou presque, vient de l'entreprise. Cherchons dans cette pièce un objet, un artefact qui n'a pas été produit et ou vendu par une entreprise. On n'en trouvera probablement pas. Par ailleurs, ces marchandises, donc, qui sont la substance même de nos vies, hein, qui sont produites par l'entreprise, comment est-ce que nous les obtenons? Avec de l'argent que nous allons chercher auprès de qui? Auprès d'entreprises ou de quasi-entreprises. Hein. Donc l'argent que nous gagnons pour acheter ces marchandises vient aussi de l'entreprise. Et par ailleurs, pour obtenir cet argent, pour le gagner, il faut que nous passions à peu près l'essentiel de nos temps de vie actifs dans des entreprises. Hein. Donc notre quotidien se passe pour l'essentiel dans les entreprises. Troisième constat, l'entreprise est peut-être le plus intéressant à souligner, l'entreprise est devenue le modèle de toutes les autres organisations aujourd'hui. Hein. Donc de manière implicite, parfois explicite, on considère qu'une organisation fonctionne bien si elle fonctionne sur les bases et avec les techniques de l'entreprise privée. Ce qui fait le succès d'une école comme la mienne. Et c'est pourquoi il y a autant de gens qui veulent apprendre les techniques de l'entreprise, hein, même quand on travaille ou quand on œuvre dans des organisations qui n'ont absolument pas comme but d'accumuler de l'argent. On trouve même des religieuses parfois dans les couloirs d'HEC.
Autre implication du fait que l'entreprise devient le modèle de toutes les autres organisations, les spécialistes du coût de l'entreprise s'imposent partout. Ils sont considérés comme légitimes partout pour diriger tout et n'importe quoi, y compris des États. Ça, c'est un phénomène relativement nouveau. Mais même en politique, on considère que finalement, un bon politicien, si c'est un dirigeant qui a eu plus ou moins de succès, ça fera de lui quelqu'un d'efficace. Donc on a une triple colonisation de l'espace, du temps et des esprits par l'entreprise. On peut parler d'un totalitarisme d'un genre nouveau. Quel est le problème de cette entreprisation du monde ? On peut dire que cette entreprisation, elle a trois effets. Elle est destructrice, elle est injuste et elle est aliénante. Alors, je vais les développer rapidement. En quoi l'entreprise est destructrice, ou en tout cas en quoi l'entreprisation du monde est destructrice ? Produire toujours plus de marchandises implique de consommer toujours plus de ressources naturelles et de générer toujours plus de déchets ou de résidus en tout genre. Il n'y a pas un lien linéaire entre les deux, mais il y a un lien. Ça nous donne ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène, donc une nouvelle époque de l'histoire de la Terre, qui serait caractérisée par le fait qu'on aurait une espèce vivante, l'espèce humaine, qui serait devenue une force géologique déterminante. Donc le problème, c'est que par ailleurs, les indices d'un dépassement des limites biophysiques de la planète aujourd'hui sont très préoccupants. Tout semble montrer qu'on s'approche de ces limites, qu'on dépasse ces frontières. On a des problèmes de régénération. On parlait dans une présentation ce matin de la 6e extinction massive de la vie sur Terre depuis les débuts de la Terre, mais on pourrait parler aussi de la dégradation des sols, qui n'arrivent plus à se régénérer. On l'évoquait aussi ce matin dans une autre présentation. On a un problème donc de régénération, on a un problème d'absorption aussi, ces fameux résidus, ces fameux déchets qu'on produit quand on produit des marchandises, ils s'accumulent. Ça nous donne par exemple les fameux gaz à effet de serre qui s'accumulent aujourd'hui dans l'atmosphère avec les effets qu'on sait. Ce qu'on souligne moins par exemple, c'est que notre atmosphère directe, immédiat, il est de plus en plus envahi de particules chimiques qui ont des effets là aussi dévastateurs sur nos corps, de manière très directe, très immédiate. Et puis on a un troisième problème qui est un problème de substitution. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de se passer d'un certain nombre de ressources. On n'a pas de substitut pour ces ressources. Là, je fais évidemment référence aux énergies fossiles. Bon. Mais moins connu, moins souvent évoqué. Le problème du phosphore aussi est un problème crucial puisque l'agriculture industrielle, donc la base même de notre alimentation, dépend notamment d'engrais qui sont à base de phosphore, et ce phosphore vient à manquer dans une période qui semble être très rapprochée. Le risque final de tout ça, c'est quoi ? C'est l'effondrement de notre civilisation à une échéance qui paraît assez courte, puisque des gens parlent de 2025, 2030, en tout cas avant la fin du siècle, pour beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces questions. Évidemment, c'est des prédictions, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est un risque. Et avec ce risque d'effondrement, c'est aussi ultimement la disparition de l'espèce humaine. Ce risque, il est plausible pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'à l'échelle planétaire, on continue cette course à la production de marchandises, rien ne l'arrête, même si la croissance est moins forte en Occident, elle est très forte ailleurs. Donc on continue sur la même dynamique. Et par ailleurs, l'effondrement lui-même et les signaux de l'effondrement sont très difficiles à appréhender. On n'a pas en tant qu'humain, notre corps ne nous renseigne pas là-dessus. Et puis c'est aussi une réalité qui est effrayante. Penser à l'effondrement, c'est quelque chose qui empêche de dormir, donc on n'a pas trop envie d'y penser. Donc ça rend la chose peut-être d'autant plus probable. Premier argument, donc l'entreprise est destructrice. Deuxième argument, l'entreprise ou l'entreprisation, elle est injuste. Tout d'abord, de par ses effets destructeurs sur le plan écologique, l'entreprise monde fragilise les conditions d'existence des générations futures. Toujours plus. L'exemple peut-être le plus frappant, c'est celui des déchets nucléaires, qui sont mortellement dangereux pendant 100 000 ans. C'est ça qu'on laisse aux générations futures. Ça donne à notre civilisation une caractéristique quand même assez originale. Finalement, c'est une civilisation qui produit beaucoup de choses à très courte durée de vie, nos fameuses marchandises, mais qui produit aussi des déchets à très longue durée de vie. Donc c'est un peu tout l'inverse des grandes civilisations qui nous ont précédés. Donc on a une première catégorie d'injustice qui est une injustice intergénérationnelle. Deuxième injustice associée à l'entreprisation du monde, c'est un rappel, c'est une évidence, mais on le souligne trop peu souvent. On le faisait beaucoup au XIXe siècle, on le fait beaucoup moins maintenant. L'entreprise n'existe comme telle que parce qu'une minorité d'humains ont le contrôle des moyens de production, c'est-à-dire des moyens de vivre. Ce qui oblige la majorité des humains à vendre sa force de travail à cette minorité pour obtenir de quoi vivre.
Donc l'entreprise monde est donc dans son fondement un monde injuste. Il aura toujours tendance à favoriser cette minorité qui se trouve en position d'exploiter le travail de la majorité. Puis ça donne les données qu'on observe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Le PNUD récemment, dans un rapport, commençait son rapport comme ceci. Le creusement des inégalités au cours des dernières décennies, partout dans le monde. Non, le monde est plus inégalitaire aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale. Intéressant, parce que c'est aussi au cours de cette période que la croissance économique a été la plus forte. Cette croissance qui doit enrichir tout le monde, elle se traduit notamment par ce creusement des inégalités. Mais on peut ajouter également, toujours sur ce chapitre, que la production de marchandises repose aussi sur l'exploitation des femmes par les hommes et l'exploitation du Sud par le Nord. Donc on a une injustice, cette fois non plus intergénérationnelle, mais intragénérationnelle. Dernière chose, on n'est pas obligé d'associer à l'entrepreneurialisation du monde, enfin c'est associé à l'entrepreneurialisation du monde, on n'est pas forcément obligé moralement de se sentir concerné, mais c'est quand même pas évident d'écarter ça. L'entreprise monde affecte profondément les conditions d'existence des autres êtres vivants, et notamment des autres êtres sensibles. Donc on a deux phénomènes sur ce terrain-là. On assiste d'une part à une destruction massive de la vie sauvage, et d'autre part à la production industrielle d'animaux d'élevage à qui on impose des conditions de vie effroyables. Donc on a aussi une injustice interespèce. Troisième argument, l'entreprise donc est aliénante, c'est-à-dire qu'elle nous rend étrangers à nous-mêmes, au moins de deux manières. C'est une course, donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qui repose sur des machines et des systèmes techniques qui sont toujours plus étendus et sophistiqués. Ces machines, elles nous sont présentées comme un moyen de réduire notre labeur, elles semblent surtout réduire en fait notre autonomie. Liées les unes aux autres, elles sont interdépendantes, elles constituent un système, une méga machine sur laquelle il est illusoire de penser que nous exerçons un quelconque contrôle. Là, on pourrait multiplier les exemples. L'automobile est un des exemples les plus évidents, mais l'ordinateur aujourd'hui est également un très bon exemple, ou le téléphone intelligent. Ces machines, elles nous imposent leurs exigences, à commencer par celles qui consistent à réclamer de l'énergie, toujours plus d'énergie. Donc il faudrait idéalement s'en débarrasser, mais nous en sommes devenus bien trop dépendants. Nos vies en dépendent trop étroitement. Nous sommes devenus les moyens de nos outils. C'est en ce sens qu'on peut parler d'aliénation. On peut parler d'aliénation aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour vivre, il faut consommer des marchandises. Pour les acquérir, il nous faut de l'argent que nous allons obtenir en vendant notre force de travail à des entreprises, que j'ai dit tout à l'heure. Et cette entreprise ne va nous donner l'argent convoité que dans la mesure où notre force de travail lui sera profitable. Donc nous sommes tous contraints, d'une manière ou d'une autre, de contribuer à cette course à la production de marchandises. On est coincé dans ce système. On a une domination abstraite à laquelle même les plus puissants d'entre nous sont soumis. Ce qui fait de nous des travailleurs hétéronomes. Donc nos vies, on dit souvent, notre monde, il est frappé par un vide de sens. Je ne pense pas que nos vies soient vides de sens. Elles sont trop pleines d'un sens qui est imposé par l'entreprise monde. C'est ça le problème. Comment résoudre ces problèmes? Donc on peut tenter de pratiquer le développement durable, de la finance éthique, de l'entrepreneuriat social, de l'économie du partage, ou plus classiquement même de l'économie sociale. Mais les pratiques que désignent ces expressions permettent-elles de dépasser les contradictions que je viens de souligner? Dans le meilleur des cas, il me semble, elles vont permettre de les atténuer, mais pas de les résoudre. À propos du développement durable, on dit parfois il va permettre de polluer moins pour polluer plus longtemps. Dans le pire des cas, ces expressions, elles me semblent faire office d'anxiolytiques. Elles nous aident à nous convaincre que les contradictions de l'entreprise monde peuvent être dépassées sans rien changer d'essentiel à notre façon de vivre ensemble, en fait. Donc l'entrepreneurialisation du monde peut ainsi se poursuivre et avec elle ses effets dévastateurs. Et celles et ceux qui défendent ces accommodements plus ou moins raisonnables risquent d'être, malgré leurs bonnes intentions, les idiots utiles du système, bien souvent. Alors, de quel monde voulons-nous? J'avais terminé là-dessus. Si on tient vraiment à la vie, si on tient vraiment à la justice, si on tient vraiment à la liberté, des choses qu'il faudrait conserver, ces préoccupations, à mon avis, il faut en finir avec l'entreprise. Au moins, il faut que cette forme de vie sociale soit très marginalisée. Alors, ça suppose quoi? D'abord, une reconquête spatiale à mener, notamment sous la forme de lutte contre l'envahissement publicitaire, c'est un premier pas, contre les paradis fiscaux, ou plus largement, et plus fondamentalement, contre la libre circulation des capitaux et des marchandises. Mais on doit aussi reconquérir ce temps dont l'entreprise nous dépossède largement. Il faut rappeler, souligner que les vacances elles-mêmes ne sont jamais qu'un temps de consommation et de récupération pour le travail, c'est-à-dire pour l'entreprise. D'où la pertinence de militer pour une réduction significative du temps de travail, sans perte de revenus. Et ou pour des dispositifs tels que le revenu inconditionnel d'existence. Des espèces de réformes révolutionnaires qui peuvent notamment nous permettre de reconquérir du temps.
pour commencer à subvenir par nous-mêmes aussi à nos besoins. Mais pour parvenir à subvenir par nous-mêmes à nos besoins, il faut reprendre le contrôle de nos moyens de production, de nos moyens de vivre, des ressources naturelles, des outils, des savoirs, pour que nous ne soyons plus contraints de vendre notre force de travail aux entreprises. Alors ces moyens, ils pourraient être pris, ces moyens de vivre, ces moyens qu'on appelait ces moyens de production, pourraient être pris en charge collectivement, de façon équitable, soutenable et démocratique, sur le modèle des communs, qui représente, à mon avis, une voie de sortie très prometteuse de l'alternative propriété privée, propriété publique, dont nos sociétés sont prisonnières depuis au moins 200 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un commun ? Là, je m'appuie sur le gros travail théorique de Dardot et Laval. Un commun, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une ressource, c'est d'abord une pratique collective, un principe politique, disent-ils. Ce principe politique, il est assez simple, c'est une exigence de démocratie radicale concernant l'administration et l'usage de tout ce qui est nécessaire à la reproduction de nos existences. Qu'il s'agisse de choses matérielles ou immatérielles, ça vaut pour les savoirs, pour les compétences. Le commun, c'est l'inappropriable, ni propriété privée, ni propriété publique. On ne possède pas un commun, on en est co-responsable. S'il y a appropriation, c'est pratiquement une appropriation inversée. Les usagers ne sont pas maîtres du bien en question, ils sont à son service. Concrètement, il s'agit de partager nos moyens d'existence, terre, eau, mais aussi lieux de vie, compétences, pour en garantir à tous l'accès et le contrôle, et cela de façon durable. Des exemples de communs, je prends des exemples montréalais, d'où je viens, le bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, il me semble qu'on est dans cette logique de commun. Un exemple plus modeste, le Champ des Possibles dans le Myland est aussi un lieu intéressant pour ça. La Remise dans Villeray est aussi une forme de commun. La ferme Cadet-Roussel, fiducie foncière communautaire près du mont Saint-Grégoire, là aussi un commun intéressant. Et puis on a, dans une certaine mesure, oui, aussi quelque chose comme Wikipédia. Alors, j'ai pratiquement terminé. Le commun, est-ce que c'est une utopie ? On a eu un très bon exposé sur la notion d'utopie ce matin. J'ai une conception beaucoup moins raffinée de l'utopie. Peut-être surtout rappeler que le capitalisme libéral a déconstruit théoriquement et pratiquement les communs. Théoriquement, ça c'est depuis John Locke, où on a eu tout un argumentaire très sophistiqué pour délégitimer finalement les communs. Et puis il y a eu donc cette déconstruction pratique, qui correspond en gros à ce que Marx a appelé l'accumulation primitive de capital. Et concrètement, c'est la fameuse logique des enclosures. Alors, le reproche qu'on peut faire à Marx, c'est qu'il a placé ça dans le temps, dans un passé révolu, comme premier moment du capitalisme, mais sauf que quand on regarde ce qui s'est passé depuis, les enclosures ne se sont jamais arrêtées. Les enclosures elles ont commencé en Europe, mais elles continuent aujourd'hui de se produire à peu près partout dans le monde. Et puis on assiste aujourd'hui à un deuxième mouvement d'enclosure qui porte sur d'autres types de biens, notamment tout ce qui concerne les biens intellectuels, ce qu'on appelle donc la deuxième enclosure. Donc c'est la première chose à rappeler, c'est cette historique de déconstruction des communs par le capitalisme libéral. Alors on a heureusement eu le fameux travail de Elinor Ostrom qui, à l'inverse de ses collègues économistes, elle-même n'était pas une pure économiste, est allée faire un travail de terrain et est allée constater que des communs, il y en avait encore beaucoup et qu'ils fonctionnaient très bien. Donc ça venait contredire le fameux article de Hardin sur la tragédie des biens communs. Ça marche et ça marche depuis longtemps. Et donc c'est tout à fait quelque chose dont les hommes sont capables, les humains sont capables. Donc ça c'est quelque chose à rappeler en s'appuyant sur l'histoire, notamment la chute de l'Empire romain, puisqu'on parle d'effondrement possible de notre civilisation, la chute de l'Empire romain s'est traduite par la constitution de communs. Et aujourd'hui, autre élément qui est plutôt encourageant, plutôt rassurant, plutôt intéressant, c'est l'émergence de ces communs numériques, ou même de l'économie du partage. Il y a beaucoup de choses à dire contre l'économie du partage, mais au moins ça témoigne de notre aspiration et de nos aptitudes à la communalisation, à la mise en commun. Dernière chose, à l'heure où les réfugiés climatiques et économiques affluent et vont affluer de plus en plus vers le premier monde, il me semble que le commun s'impose comme en fait le seul mur véritable contre la barbarie. Alors voilà pour la direction, vers quel monde aller, vers les communs. Je crois que en même temps, c'est une stratégie qui est plutôt, comme dirait Eric Olin Wright, une stratégie interstitielle. Commencer à construire des communs là où on peut, mais ça suffira probablement pas. Donc c'est une stratégie qui doit s'appuyer aussi sur des luttes politiques, par le soutien à toutes sortes de réformes, plus ou moins révolutionnaires, ou le soutien à des stratégies de rupture, pour reprendre les termes de Olin Wright.
et puis aussi un travail théorique de fond, hein, donc notamment sur ces deux questions de départ. Dans quel monde vivons-nous et de quel monde voulons-nous? Donc nous qui aspirons à être chercheurs, je crois que c'est notre responsabilité et c'est l'essentiel du travail que nous devons accomplir. Merci de votre attention.